Bonjour et bienvenue sur Floraison pour cette nouvelle série intitulée « Patriarcat et capitalisme selon Mariamis ». Je suis Gladys et au cours des prochaines semaines, je vais vous présenter le livre « Patriarchy and Accumulation on a World Scale » écrit par Mariamis et publié pour la première fois en 1986. C'est une série assez exigeante. On vous conseille de vous mettre dans des bonnes conditions d'écoute parce que cette série de podcasts demande une attention particulière. Pour être honnête, parfois c'est franchement velu. Mais mon objectif a quand même été de vous rendre ce livre accessible. Les sources bibliographiques et d'autres ressources pour aller creuser et comprendre sont disponibles sur le site de Floraison. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux expliquer pour quelles raisons j'ai choisi de présenter ce livre plutôt qu'un autre. On ne tombe pas facilement de manière évidente sur un livre comme Patriarchy and Accumulation on a World Scale, titre qu'on peut traduire en français par Patriarcat et accumulation capitaliste à l'échelle mondiale. À la base, ce que je cherchais, c'était en savoir plus sur l'écoféminisme. Il y a quelques années, comme beaucoup de monde, j'ai eu une prise de conscience brutale des effondrements systémiques que le capitalisme patriarcal provoque et qui menacent la survie de l'humanité. Déjà féministe radicale, la question de l'aggravation des violences faites aux femmes et aux enfants dans ce contexte a peu à peu commencé à m'obséder. Je cherchais à faire se rejoindre mon engagement écologique avec mon engagement féministe radical. La question de la survie et de la protection des femmes et des enfants étant alors absente des quelques discussions médiatiques sur le sujet. J'ai alors beaucoup lu, entre autres les hors-séries de Socialterre, le recueil de textes Reclaim d'Emily H, ou encore Rêver l'obscur de Starhawk. J'ai aussi écouté de nombreux podcasts sur le sujet, comme le patriarcat contre la planète des couilles sur la table, et tout un tas d'articles sur Internet. Je trouvais par-ci par-là des choses intéressantes, mais globalement j'étais frustrée. Les textes sont très centrés sur les États-Unis, la dimension spirituelle et ésotérique est omniprésente, et toutes ces productions s'inscrivent dans la théorie queer. Je n'y trouvais pas d'approche concrète qui adresse à la fois la sécurité alimentaire, la sécurité des femmes et des enfants et la libération des femmes du joug patriarcal, mes principales préoccupations. Je trouvais leurs propositions vagues, disparates et un peu déconnectées de la vie de la plupart des femmes. Je suis finalement tombée sur un post de Womanist Library sur Instagram, un compte tenu par une féministe radicale britannique qui présentait Patriarchy and Accumulation on a World Scale. Dans ce post, elle écrivait qu'il s'agissait sans doute du meilleur livre de théorie féministe qu'elle ait lu, qu'elle le recommandait à toutes celles qui souhaitaient comprendre les liens entre patriarcat et capitalisme, entre nord et sud, bref, comprendre le système global dans lequel on vit depuis un point de vue féministe. J'ai acheté le livre dans la foulée et enfin j'ai trouvé des réponses à mes questions. J'ai trouvé dans Patriarchy and Accumulation on a World Scale un cadre dans lequel les savoirs féministes et écologistes que j'avais accumulés jusqu'ici faisaient enfin sens. Le livre n'est malheureusement pas disponible en français actuellement, ce qui explique qu'il soit resté dans l'angle mort du féminisme français, et c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai souhaité présenter ce livre ici, sur Floraison, pour que ce livre, qui fait référence à l'international, puisse être enfin découvert par les féministes françaises. Tout au long du podcast, j'ai traduit de longs passages du livre, parce que le style de Mariamis est clair, éloquent, même quand il s'agit de détricoter les mécanismes du colonialisme, du racisme et du sexisme. Mariamis établit une continuité entre des éléments qu'on sait intuitivement liés, mais qui sont souvent disparates. Elle amène un éclairage nouveau sur des mouvements historiques et sociaux franchement complexes. Si l'écriture de Mariamis, ancienne professeure d'université en sociologie, est si accessible, c'est parce que ça fait pleinement partie de sa démarche. Elle regarde les problèmes depuis le bas, depuis la vie des femmes et des catégories les plus populaires, et non depuis le haut, dans une posture descendante, universitaire ou paternaliste. La sociologue Geneviève Pruvot, qui a récemment publié le livre Quotidien politique, très inspiré des écrits de Mariamis, le remarque ainsi. Mariamis opère un renversement qui caractérise l'ensemble de son œuvre. Elle ne pense pas seulement à partir du monde paysan, mais aussi à partir du point de vue des femmes du Sud global.
Ce renversement est profondément lié à sa propre histoire. Maria-Mies est née en 1931 en Allemagne, de parents paysans, 8e de 12 enfants. La famille est autonome en nourriture et la vente du lait est sa principale rentrée d'argent. Tous ses membres vivent du travail de la terre aux côtés des animaux. Maria-Mies est la première élève de son village à se rendre au lycée, un établissement qui détonne dans l'Allemagne d'après-guerre, qui propose une pédagogie alternative et enseigne savoir pratique et relations de coopération. Geneviève Pruvot dresse une biographie de l'autrice et écrit « Cette double socialisation, l'entraide agricole et une scolarité qui s'écarte des règles disciplinaires de l'époque, explique en partie pourquoi la sociologue conteste le principe de l'autorité hiérarchique comme nécessaire au bon fonctionnement des sociétés. » Devenue institutrice, Maria-Mies prend part au mouvement pacifiste avant de partir enseigner l'allemand en Inde en 1963. Une anthropologue indienne la forme à l'enquête sociologique et une bibliothécaire lui fait découvrir les livres des féministes Betty Friedan et Françoise d'Aubonne. Elle rentre en Allemagne, où elle entame une thèse de sociologie sur la condition des femmes indiennes. C'est cette étude qui lui ouvre les yeux sur la réalité du patriarcat qu'elle définit ainsi. Un système social, culturel, économique et politique global qui détermine la vie d'une femme de la naissance à la mort. En 1968, à 37 ans, Maria-Mies prend part en électron libre au mouvement des révoltes étudiantes. Elle réalise qu'en Allemagne aussi, la vie des femmes est dictée de la naissance à leur mort par les hommes et leur rapport aux hommes, à travers le modèle de la femme au foyer, dépendante de son mari. Maria-Mies nomme ce concept la housewifeisation, traduite pour ce podcast par femme au foyerisation. Elle lit Marx, Engels et apprend les concepts de lutte des classes, de travail, de famille, de révolution. Elle se marie en 1975 avec un militant indien et ensemble ils choisissent de ne pas avoir d'enfants et de se consacrer pleinement à leur vie universitaire et militante. L'année suivante, Maria-Mies rencontre la sociologue Claudia von Verloof et l'anthropologue Veronica Benold-Thomsen, avec qui elle va écrire plusieurs ouvrages et former ce qui sera ensuite nommé l'école de Bielefeld. Ensemble, elles étudient les similarités entre le travail des ménagères européennes et celui des paysans et paysannes en Amérique du Sud et en Inde. Elles comprennent alors que le travail domestique des femmes partout dans le monde et le travail de petits paysans et d'habitants de bidonvilles est une ressource gratuite pour le capital. Elles appliquent ce même constat pour les colonies et pour la nature. Femmes, pauvres, colonies et nature sont tous des colonies dont la production peut être appropriée gratuitement par les capitalistes. Pour développer leur analyse, elles s'appuient notamment sur les écrits de Rosa Luxembourg, militante socialiste et communiste et théoricienne marxiste du début du XXe siècle, qui a critiqué l'approche sexiste de Marx sur le travail reproductif. Marx considérait cette reproduction quotidienne et intergénérationnelle de la classe ouvrière comme une question de biologie. Il estimait que le travail domestique non rémunéré est un travail reproductif et non pas productif, car la femme travaille à la maison pour que le travailleur masculin puisse vendre son travail contre un salaire à l'usine et pour reproduire la prochaine génération de travailleurs. Selon Marx, c'est ainsi que les femmes permettent au processus d'accumulation de se poursuivre. Rosa Luxembourg critique ce modèle d'accumulation continue du capital de Marx parce qu'il est basé sur l'hypothèse que le capitalisme est un système fermé, dans lequel seuls les travailleurs salariés et les capitalistes existent. Alors que selon Rosa Luxembourg, le capitalisme a toujours besoin de milieux et de strates non capitalistes pour son extension. Ces milieux sont les paysans, les colonies et le système impérialiste. Le capitalisme existe seulement à condition que les personnes en dehors de la sphère du travail salarié et les ressources naturelles soient continuellement exploitées, tandis que de nouveaux marchés sont artificiellement créés. Le travail de Rosa Luxembourg éclaire ainsi les réflexions des trois Allemandes. Elles comprennent que cette exploitation des femmes en tant que travailleuses non payées, des colonies et des ressources naturelles pour l'accumulation continue du capital, est un processus qui requiert la violence de la part des capitalistes et détruit finalement la subsistance, la survie des personnes et de la nature. Leurs écrits les amènent à côtoyer des figures du féminisme, comme Silvia Federici,
Ariel Saleh, mais aussi l'historien Immanuel Wallerstein et le philosophe de l'écologie politique Ivan Illich. En 1980, les trois chercheuses lisent le livre de Caroline Merchant, La mort de la nature, et se définissent désormais comme écoféministes. Maria-Mies continue de lier pleinement son travail universitaire avec son militantisme. Elle mène ainsi une enquête biographique sur les femmes accueillies dans le refuge pour femmes battues où elle est bénévole. Elle co-crée l'un des premiers curriculums d'études sur les femmes des pays du Sud, intitulé Women and Development, à l'Institut des études sociales de La Hague. Ces étudiantes internationales travaillent sur l'histoire et la sociologie de leur propre pays, comme Rhoda Reddock qui a pu sortir de l'ombre les femmes esclaves du Trinidad à l'époque du commerce triangulaire. Grâce aux nombreux travaux produits par ses étudiantes et collègues, Maria-Mies comprend que le commerce d'esclaves n'est pas un modèle de production qui précéderait le capitalisme comme elle l'avait appris. Il s'agit plutôt du résultat direct du capitalisme global, dans lequel les femmes en particulier sont échangées comme des commodités. La principale leçon qu'elle et ses collègues tirent de toutes leurs expériences et études est que la violence directe est le moyen nécessaire par lequel les femmes, les colonies et la nature ont été forcées de servir l'homme blanc, et que sans cette violence, les Lumières, la modernisation et le développement n'auraient pas pu arriver. Maria-Mies écrit « Aujourd'hui, ce n'est pas différent. La violence est nécessaire pour civiliser, améliorer le monde sous-développé et la nature sauvage. La violence est donc toujours le secret de la civilisation moderne, capitaliste, patriarcale. » En 1984, Maria-Mies intègre un groupe critique des technologies reproductives et des lobbies pharmaceutiques et commence à percevoir la fracture entre l'écoféminisme et le féminisme allemand. Elle écrit « Quel type de libération permet aux femmes d'être aussi stupides que les hommes ? La guerre n'a jamais été et ne sera jamais une solution pour aucun problème social. » Face à l'écologie qui prône le développement durable et le féminisme postmoderne qui s'installe dans les universités, les trois chercheuses de Bielefeld conservent leur ligne écoféministe radicale et ne cessent de critiquer les dérives du néolibéralisme, de la militarisation du monde et l'aggravation des violences faites aux femmes. Maria-Mies continue ses enquêtes et se rend au Bangladesh et en Thaïlande où elle rencontre les filles de paysans vendues pour la prostitution et les ouvrières agressées au sortir de l'usine. Pruvot écrit « Maria-Mies montre que la corrélation entre l'installation du néolibéralisme, le développement globalisé et les violences faites aux femmes n'est pas ponctuelle ou provisoire, mais systémique. Il s'agit bien d'asservir la population la moins payée et la plus exploitée de l'économie monde. » Cette démonstration prendra la forme du livre Patriarchy and Accumulation on a World Scale, publié en 1986, et qu'elle offre en 1988 à Vandana Shiva, alors militante écologiste. Cette lecture convainc l'activiste indienne du lien entre lutte écologiste et lutte féministe, et écrit avec Maria-Mies le livre Écoféminisme qui paraît en 1993, la même année où Vandana Shiva reçoit le prix Nobel alternatif. Retraitée de l'université en 1993, Maria-Mies a continué ses engagements militants à l'international, notamment dans la lutte altermondialiste et antimilitariste. En 2023, elle fêtera son 92e anniversaire. Maria-Mies le répète régulièrement, et je pense qu'il est important de le rappeler avant de rentrer dans l'œuvre à proprement parler. Elle n'a pas façonné sa compréhension du capitalisme et du patriarcat depuis un bureau ou une bibliothèque. La pratique de la lutte, féministe, écologique, étudiante, a toujours précédé son travail intellectuel. Ce livre est donc le résultat d'un processus d'action et de réflexion, d'expérience et de théorie.
Introduction. L'écriture de Patriarchy and Accumulation on a World Scale naît de la volonté de Mariamis de clarifier les objectifs du féminisme. Tout d'abord, elle remarque que de manière générale, le féminisme tisse peu de liens entre capitalisme et patriarcat. L'analyse féministe est en général simplement ajoutée à l'analyse marxiste traditionnelle. Ou alors les féministes se contentent de demander l'égalité avec les hommes et n'aspirent pas à dépasser le système patriarcat-capitalisme. Mariamis observe aussi que la rébellion féministe a touché les femmes de tous les pays, classes, races, parce que partout les femmes sont victimes de sexisme et de domination masculine. Toutes ces rébellions sont nées autour du problème de la violence des hommes. Elle identifie cette colère comme la base d'une solidarité internationale entre les femmes. Et en même temps, toutes les femmes occidentales et les femmes de la classe moyenne des pays du Sud assurent leur niveau de vie sur l'exploitation des femmes et d'hommes pauvres dans des régions et classes sous-développées. Ainsi, le féminisme ne peut pas ignorer les critères de classe, de division internationale du travail et d'impérialisme. La question qu'elle souhaite donc élucider concerne la relation entre le patriarcat et le capitalisme, la relation entre l'oppression des femmes par les hommes, l'exploitation et le paradigme d'accumulation sans fin, de croissance, la relation entre le patriarcat capitaliste et l'exploitation et la subordination des colonies. Elle réalise que les femmes, dans leur lutte pour rétablir leur humanité, n'ont rien à tirer de la continuation de ce système. Pour Mariamis, l'émancipation, la libération, signifie surtout regagner son humanité. Les femmes ne peuvent pas retrouver leur humanité dans la prostitution ou dans un rôle de consommatrice passive. Comme les femmes n'ont rien à gagner dans la poursuite du modèle de croissance, elles sont capables de développer la perspective d'une société qui n'est pas basée sur l'exploitation de la nature des femmes et des personnes. Mariamis présente ainsi sa démarche. J'ai essayé non seulement d'examiner ce qui est arrivé aux femmes en Occident, mais aussi ce qui se passait au même moment pour les femmes dans les colonies. En regardant les deux côtés de la médaille, il est devenu possible d'identifier les politiques contradictoires concernant les femmes qui ont été, et sont toujours, promues par la confrérie des militaristes, des capitalistes, des politiciens et des scientifiques dans leur effort pour maintenir le modèle de croissance. Ainsi, la réflexion intellectuelle de Mariamis est profondément ancrée dans son expérience et ses connaissances empiriques de travail de terrain dans l'Inde rurale et urbaine et en Allemagne. Ses rapports étroits avec les féministes du Sud global l'ont poussé à trouver des réponses qui seraient vraies et valides à la fois pour les féministes occidentales, mais aussi pour les féministes des pays du Sud. 7 chapitres structurent ce livre. Le premier, intitulé « Qu'est-ce que le féminisme ?», aborde les principaux défis qu'affronte le féminisme. Le deuxième revient aux origines sociales de la division du travail. Il s'agit ici de montrer la construction idéologique et économique grâce à laquelle les pays non occidentaux et les femmes sont confinés à la nature, transformés en colonies, en vue d'être exploités par l'homme blanc au nom de la croissance, du progrès et de la civilisation. Dans le troisième chapitre, intitulé « Histoire et relations des processus de colonisation et de femme-au-foyérisation », Mariamis tisse les liens entre chasse aux sorcières, colonisation et esclavage et relégation des femmes au foyer. Chapitre 4, Mariamis poursuit son analyse de la nouvelle division internationale du travail et quel rôle les femmes doivent jouer comme main-d'œuvre bon marché et consommatrice dans le système mondial. Ce système a nécessairement recours à la violence dans l'établissement de rapports de production basés sur une rémunération inadéquate. C'est le 5e chapitre. Le 6e étudie la manière dont les pays communistes ont promis la libération des travailleurs et diminué celle des femmes. Le chapitre 7 termine ce livre et c'est tout un programme. Intitulé « Vers une perspective féministe d'une nouvelle société », Mariamis tire ici non seulement les conclusions de son analyse présentée dans les précédents chapitres, mais propose aussi des principes, des valeurs et une voie pour en sortir. Lexique. Enfin, avant de se lancer dans le vif du sujet, faisons un point vocabulaire. Mariamis tient en effet à éclairer les lectrices sur la raison pour laquelle elle utilise certains mots plutôt que d'autres.
J'en ai profité pour ajouter 2 définitions et précisions. Exploitation. Mariami choisit d'utiliser exploitation plutôt qu'oppression ou subordination. Elle explique. Exploiter, cela signifie que quelqu'un gagne quelque chose en volant quelqu'un d'autre, ou qu'il vit aux dépens de quelqu'un d'autre. C'est lié à l'émergence de la domination des hommes sur les femmes et à la domination d'une classe sur les autres, ou d'un peuple sur les autres. Si nous ne parlons pas d'exploitation lorsque nous évoquons la relation homme-femme, notre discours sur l'oppression ou la subordination reste en suspens. Car pourquoi les hommes seraient-ils oppressifs envers les femmes s'ils n'ont rien à y gagner ? L'oppression ou la subordination, sans référence à l'exploitation, devient alors une question purement culturelle ou idéologique, dont le fondement ne peut être établi, sauf si l'on a recours à la notion de tendance agressive ou sadique innée chez les hommes. Mais l'exploitation est une catégorie historique et pas biologique ou psychologique, et elle est à la base de la relation homme-femme. Elle a été historiquement créée par les tribus et les sociétés patriarcales. Pour Mariami, les femmes sont exploitées de 3 manières différentes. D'abord, elles sont exploitées en tant qu'êtres humains par les hommes. Ensuite, elles sont exploitées comme femmes au foyer par le capital. Et enfin, elles sont aussi exploitées comme salariées quand elles le sont également par le capital. Égalité. Mariami précise que la plupart des féministes ne souhaitent pas l'égalité, un concept qui ignore le fonctionnement de la société capitaliste et patriarcale. L'égalité propose seulement l'égalité de privilèges que possèdent les hommes. En réalité, le mouvement féministe est aussi un mouvement anarchiste qui ne veut pas remplacer un pouvoir d'élite masculin par un pouvoir d'élite féminin. Le but, c'est de créer une société non hiérarchique et décentralisée où aucune élite ne vit sur l'exploitation et la domination des autres. Capitalisme patriarcal. Le patriarcat signifie littéralement le règne des pères. Mais la domination masculine aujourd'hui va au-delà du règne des pères. Elle inclut le règne des maris, des patrons hommes, des hommes au pouvoir dans la plupart des institutions de la société, en politique et en économie. Le terme patriarcat désigne la dimension historique et sociétale de l'exploitation et de l'oppression des femmes, et se prête donc moins à des interprétations biologistes, contrairement par exemple au concept de domination masculine. Le fait que le patriarcat soit aujourd'hui un système quasi universel qui a affecté et transformé la plupart des sociétés pré-patriarcales s'explique par les principaux mécanismes qui ont été utilisés pour étendre ce système, à savoir le vol, la guerre et la conquête. Alors que le concept de patriarcat dénote la profondeur historique de l'exploitation et de l'oppression des femmes, le concept de capitalisme exprime quant à lui sa manifestation contemporaine, le dernier développement du patriarcat. Pour Mariami, le capitalisme ne peut pas fonctionner sans le patriarcat. Le but du capitalisme, à savoir le processus sans fin d'accumulation du capital, ne peut être atteint que si les relations patriarcales hommes-femmes sont maintenues ou recréées. Mariami rejoint l'activiste indienne Chaya Datar dans l'idée que ces 2 systèmes sont profondément et intrinsèquement interconnectés. Il ne faut pas analyser ou tenter de les comprendre séparément, au risque de passer à côté de leur fonctionnement réel. Par conséquent, c'est le capitalisme patriarcal que le féminisme doit attaquer et dépasser. Le féminisme doit lutter contre toutes les relations capitalistes patriarcales, à commencer par la relation homme-femme, jusqu'à la relation des êtres humains à la nature, la relation entre les métropoles et les colonies. Le féminisme ne peut espérer atteindre son objectif en se concentrant uniquement sur l'une de ces relations, car elles sont toutes liées entre elles. Société surdéveloppée et société sous-développée. Les relations entre les sociétés surdéveloppées et les sociétés sous-développées sont fondées sur l'exploitation et l'oppression, comme c'est le cas pour la relation homme-femme. Ces relations sont aussi des relations dynamiques dans lesquelles un processus de polarisation a eu lieu. Un pôle se développe au détriment de l'autre pôle, qui dans ce processus se sous-développe. Le sous-développement est le résultat direct d'une relation d'exploitation, d'inégalité ou de dépendance entre les pays centraux de l'économie mondiale capitaliste et leurs colonies. Il n'est pas dû à un retard inexplicable. Dans ce processus dynamique de polarisation, les pays industriels occidentaux riches et puissants sont de plus en plus surdéveloppés.
Cela signifie que leur développement ne s'arrête pas à un certain point où les gens diraient « c'est assez, nous avons assez de développement pour notre bonheur humain ». Le résultat de ce modèle de croissance sans fin est le phénomène de surdéveloppement, c'est-à-dire une croissance qui a pris le caractère d'un cancer, progressivement destructeur, non seulement pour ceux qui sont exploités dans ce processus, mais aussi pour ceux qui sont apparemment les bénéficiaires de cette exploitation. Surdéveloppement et sous-développement sont donc les deux pôles extrêmes d'un ordre mondial, intrinsèquement exploiteur, divisé et pourtant lié par le processus d'accumulation globale du marché mondial. Autonomie. Le concept d'autonomie exprime l'objectif positif vers lequel le mouvement féministe tend. Le concept d'autonomie est généralement compris comme la liberté concernant nos vies et nos corps, profondément liée aux politiques du corps. L'autonomie exprime l'aspiration féministe à maintenir et à renforcer, voire recréer l'essence humaine subjective, la plus intime et la plus digne chez les femmes. Cependant, il faut bien faire la distinction avec les récupérations capitalistes qui mettent l'accent sur l'individu atomisé et qui promettent de satisfaire tous ses désirs et besoins. Comme si la liberté individuelle était la même chose que de choisir entre deux produits différents. L'intimité et la subjectivité de la personne est alors confondue avec le consumérisme individuel, alors que l'autonomie, au sens féministe, signifie la préservation de l'humanité des femmes. Mais l'autonomie est aussi un concept de lutte, développé par celles qui souhaitent se séparer des organisations mixtes dominées par les hommes. La revendication féministe d'autonomie dans ce sens signifie un rejet de toutes les tendances à engloutir la question des femmes et le mouvement des femmes sous un autre thème ou mouvement apparemment plus généraliste. Mariamis écrit « L'organisation autonome des femmes est l'expression du désir de préserver à la fois le caractère qualitativement différent et l'identité du mouvement féministe, ainsi qu'une base de pouvoir indépendante. » J'ajoute donc deux définitions. Accumulation primitive. L'accumulation primitive du capital est une théorie économique selon laquelle la révolution industrielle a été rendue possible par l'accumulation du capital dans le temps, assurant des capacités d'investissement aux capitalistes. Cette théorie est développée par Karl Marx dans Le Capital pour expliquer la révolution industrielle du XIXe siècle. Plus précisément, les petits producteurs ont progressivement été privés par la violence de leurs moyens de production, c'est-à-dire la terre, les instruments de production, permettant d'une part l'accumulation de richesses aux mains de quelques-uns et de l'autre la formation d'une masse de non-possédants. Ce processus reçoit le nom d'accumulation primitive du capital car il précède l'apparition de la grande production capitaliste. Femmes aux foyérisations. Il s'agit de la traduction littérale du concept d'housewiferization que déploie Mariamis tout au long de ce livre. C'est le choix de rester au plus près de l'esprit de l'autrice plutôt que de s'en éloigner en traduisant par domestication. La domestication a imposé une hiérarchie mentale et des méthodes de coercition pour inculquer l'obéissance et la docilité et pour maîtriser la reproduction du vivant. La phamofoyérisation fait donc en effet partie de la domestication, mais c'est un processus particulier appliqué aux femmes. Il s'agit du processus par lequel la division internationale du travail et la division sexuelle du travail a relégué les femmes au rôle de femmes au foyer, réduit ou détruit l'accès des femmes à la subsistance pour les transformer en consommatrices. Ce concept, qui est au cœur de la démarche intellectuelle déployée par Mariamis dans ce livre, sera développé dans les chapitres 3 et 4. Voilà, vous avez le programme. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode sur le premier chapitre pour examiner ce qu'est le féminisme. À bientôt sur Floraison.